Mes parents ont donné 6,9 millions d'euros à mon frère. Moi? Juste la vieille bagnole de grand-père. Ça te convient mieux, a lancé maman en ricanant. Tous les enfants ne sont pas une bénédiction. Puis l'avocat a ouvert la dernière lettre de grand-père, son sourire s'est éteint. Et il a passé un seul coup de fil. Je m'appelle Marcélie. À la lecture du testament de mon grand-père, mes parents ont ri en tendant à mon frère près de 7 millions d'euros. Puis ils se sont tournés vers moi et m'ont jeté un jeu de vieilles clés de voiture. Ma mère a simplement souri et dit, c'est plus ton genre. J'aurais dû partir, mais quand l'avocat a sorti une dernière lettre, son sourire s'est éteint. Elle m'a traité d'erreur. Mais ce jour-là, elle a réalisé quelle sorte d'erreur j'étais vraiment. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous et d'où êtes-vous connecté? Car c'est ici que tout s'effondre. Et croyez-moi, ça ne fait que s'assombrir à partir de maintenant. Je n'avais pas mis les pieds dans le domaine familial depuis plus de 10 ans. Remonter cette longue allée incurvée, c'était comme conduire dans le souvenir de quelqu'un d'autre, quelqu'un que je reconnaissais à peine. Les haies étaient taillées à la perfection. La fontaine gargouillait toujours comme lorsque j'étais un garçon qui se faufilait dehors avec des sandwichs au beurre de cacahuètes, espérant que grand-père bricolerait dans le garage. Sauf que cette fois, il n'y avait pas d'odeur d'huile de moteur dans l'air, juste du parfum, de l'eau de Cologne et une épaisse couche d'arrogance. La porte d'entrée a grincé avant même que je puisse frapper. Sterling se tenait là, les bras ouverts, ce sourire narquois caractéristique plaqué sur son visage. « Tiens, si ce n'est pas le mécano prodigue, dit-il. » J'ai ignoré la pique et suis passé devant lui. Le hall d'entrée n'avait pas changé. Même carreau de marbre, même lustre qui pendait comme une guillotine de cristal au-dessus de nous. J'entendais des voix dans le salon. Des rires, des verres de champagne qui s'entrechoquaient. Marcélie, appela ma mère. Ne mets pas de boue sur le sol. J'ai baissé les yeux. Mes bottes étaient propres. Mais ce n'était pas la question. Ça ne l'avait jamais été. La pièce était agencée comme une soirée de lancement d'entreprise. Des fauteuils en cuir disposés en demi-cercle, des amuse-gueules présentés comme une exposition d'art culinaire. Tout le monde était habillé comme s'il se rendait à un gala. J'ai tiré sur le col de ma chemise de travail, propre mais clairement déplacée. Maître Fisk se tenait au centre, ajustant ses lunettes tout en arrangeant les documents. Il m'a fait un signe de tête poli. « Marcellus, dit-il, content que vous ayez pu venir. » Diane s'est penchée vers Sterling. « Bien sûr qu'il est venu. Il y a de la nourriture gratuite. » J'ai pris un siège à l'arrière, loin de la lumière centrale, et j'ai gardé les yeux fixés sur la cheminée où le portrait de grand-père était toujours accroché. Stoïque, doux, avec ce même sourire en coin. Maître Fisk s'est raclé la gorge et a commencé la lecture. Conformément aux dernières volontés de George Eduardo Navarro, la succession sera distribuée comme suit. Sterling s'est penché en avant, les bras croisés en signe de victoire avant même que la guerre n'ait commencé. À Sterling Navarro, poursuivit Maître Fisk, la somme de 6,9 millions d'euros en actifs liquides, ainsi que le contrôle total des droits de vote du Trust familial Navarro, et par la présente accordée. La pièce a éclaté en applaudissements polis. Sterling m'a lancé un sourire en coin. J'imagine que je suis vraiment le favori. Je suis resté silencieux. Et à Marcellus Navarro, Maître Fisk fit une pause, puis tourna une page. Mes paumes sont devenues moites. Je ne m'attendais pas à des millions, mais peut-être à quelque chose. Une lettre, une caisse à outils. À Marcellus, répéta-t-il. La Ford Granada de 1983, immatriculée au nom de George Navarro est actuellement située dans le garage ouest. Transfert de titre de propriété ci-joint. Silence. J'ai cligné des yeux. Sterling a reniflé. Diane n'a pas pris la peine de se retenir. Elle a ri comme si elle avait attendu toute la matinée la chute de l'histoire. Une parfaite association, dit-elle. Ce vieux tas de rouille pour notre fils si spécial. Tous les enfants ne sont pas une bénédiction, ajouta-t-elle, les yeux rivés sur moi. Quelques cousins ont ricané. Mon père fixait ses mains. Mon estomac s'est noué, mais mon visage n'a pas bougé. J'ai regardé l'enveloppe Kraft que Fisk m'a tendue. Épaisse mais discrète. George a laissé une lettre personnelle, dit-il. Scellée pour vos yeux seulement. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Allez, dit Sterling en levant son verre. Ouvre-la.
Peut-être qu'il y a un coupon pour des pneus gratuits. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé l'enveloppe comme si elle avait des dents. Puis Diane s'est penchée en avant. S'il avait vraiment voulu te donner quelque chose de significatif, ne penses-tu pas qu'il l'aurait dit de son vivant? Fais-toi une raison, Marcélie. Tu n'étais que le siège en trop à table. Je voulais parler, dire quelque chose de cinglant, mais les mots ne sont jamais venus. Au lieu de ça, je me suis levé, me suis tourné vers la porte et suis passé devant eux tous. Fisk m'a appelé doucement. Il m'avait dit de ne pas l'ouvrir devant eux, mais maintenant je n'avais plus aucune raison de me retenir. J'ai tenu l'enveloppe dans ma main un long moment, mes doigts se crispant dessus à chaque seconde qui passait, la brûlure des mots de ma mère s'accrochant encore au mur de la pièce. Personne n'a dit un mot. Même les rires s'étaient tus. J'ai rompu le seau. L'atmosphère de la pièce a changé alors que je dépliais l'unique feuille à l'intérieur, manuscrite de l'écriture familière et sans fioriture de grand-père. L'encre avait bavé à quelques endroits, comme s'il avait appuyé trop fort avec le stylo. Je me suis raclé la gorge et j'ai lu à voix haute. Marcellus, si tu lis ceci, c'est qu'ils se sont déjà bien amusés. Je savais qu'ils le feraient. Mais cette lettre n'est pas pour eux. Elle est pour toi. La voiture est à toi pour une raison. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose que seule une personne qui me connaissait vraiment penserait à chercher. Garde-la pendant 72 heures, quoi qu'ils disent, et ne les laisse pas s'en approcher avant que tu l'aies trouvée. Je n'ai confiance qu'en toi. Papy. J'ai arrêté de lire. Un silence lent s'est installé dans les coins de la pièce, comme si même le plancher ne savait plus comment grincer sous ce genre de silence. Sterling a ricané à voix basse. Ce vieil homme adorait les énigmes. Il a probablement caché un cigare dans la boîte à gants et a appelé ça un trésor. Les yeux de Diane se sont tournés vers Maître Fisk. Vous ne prenez pas ça au sérieux, n'est-ce pas? C'est sornette sentimentale. Maître Fisk a ajusté ses lunettes avec un calme étudié. La clause est valide. Monsieur Navarro a soumis un addendum scellé au tribunal des successions une semaine avant son décès. La lettre le confirme. Elle a ricané. C'est une voiture d'occasion avec de mauvais amortisseurs, pas un secret d'État. C'est contraignant en vertu de la loi de l'État, répondit Maître Fisk, le ton neutre. Mon père a finalement parlé, à peine plus fort qu'un murmure. Peut-être qu'il voulait juste donner à l'as quelque chose de personnel. Diane a agité la main en l'air comme pour chasser une mouche. Oh, s'il te plaît, Harold. Le sentimentalisme ne l'emporte pas sur la stratégie. Je me suis levé lentement, glissant la lettre dans son enveloppe et la plaçant soigneusement dans la poche de ma veste. Sans un mot, j'ai tendu la main vers Maître Fisk. Il n'a pas hésité. Il a laissé tomber les clés dans ma paume. Leur poids m'a surpris. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte. Diane m'a appelé, la voix dégoulinante de dédain. S'il y a quoi que ce soit de valeur dans cette voiture, c'était une erreur et ça appartient toujours à cette famille. Je ne me suis pas retourné. Alors, j'imagine que j'en fais toujours partie, après tout. Je suis sorti. L'air semblait différent, plus frais, comme si la chaleur du Texas s'était enfin retirée un instant juste pour me laisser respirer. Le garage se trouvait derrière la maison, après le jardin que Diane ne faisait entretenir que par des paysagistes. J'ai déverrouillé la porte latérale et l'ai poussée. L'odeur m'a frappé en premier. L'huile, la poussière, le vieux cuir et le temps. La voiture était là, exactement comme je m'en souvenais, la Ford Granada de 1983. La peinture était passée, quelques bosses du côté conducteur, et le capot légèrement entrouvert comme si elle avait encore quelque chose à dire. Je me suis glissé dans le siège. Le tissu était déchiré le long des coutures, mais je me sentais toujours chez moi. J'ai passé mes doigts sur le tableau de bord et, sans réfléchir, j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé une fois, 2 fois, puis a rugi à la vie, bruyant, inégal, comme s'il avait quelque chose à prouver. En sortant du garage et en tournant sur la route principale, j'ai vu Sterling debout près de la fenêtre, un verre de champagne toujours à la main. Son sourire narquois s'était estompé. Diane se tenait derrière lui, les lèvres pincées. Ils m'ont regardé disparaître. J'ai conduit sans musique. Les bruits du moteur suffisaient. Le doux cliquetis des pièces desserrées, la vibration dans le volant, le cognement à chaque changement de vitesse. Tout cela me ramenait au week-end que je passais sous ce capot avec grand-père, les mains tachées d'huile et tout le reste.
J'ai garé la voiture devant mon petit duplex du côté et j'ai coupé le moteur. Il m'a fallu encore 5 minutes, juste assis là, avant de me souvenir de la lettre. Il avait dit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. J'ai ouvert la boîte à gants. Rien au début, juste un vieux manuel de réparation et quelques reçus froissés. Mais caché dans le coin arrière, derrière la doublure, j'ai repéré un bout de papier. J'ai tendu la main et j'ai sorti un Polaroid délavé. C'était nous, moi et grand-père, debout à côté de cette même voiture. Je devais avoir 10, peut-être 11 ans. Nous tenions tous les deux la même clé rouillée. J'avais l'air si fier sur la photo. Au dos, de son écriture serrée et penchée vers la gauche, il avait écrit « Tu as toujours été plus que ce qu'il voyait ». J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que les bords deviennent flous. Il m'avait vu, même quand personne d'autre ne le faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que je devais le trouver avant qu'il ne réalise ce qu'il m'avait vraiment laissé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le Polaroid était posé sur ma table de cuisine, les bords recourbés par des années passées à l'abri. J'ai dû le fixer pendant des heures, moi et grand-père côte à côte, tenant cette vieille clé comme si c'était une sorte de sceptre. Ces mots au dos se répétaient dans ma tête. Tu as toujours été plus que ce qu'il voyait. Au moment où le matin a cédé la place au crépuscule, des nuages épais et sombres se sont accumulés, promettant de la pluie. Je me suis fait un sandwich rapide, j'ai attrapé ma sacoche à outils et je suis retourné au garage. L'endroit semblait plus lourd sous la lumière de l'orage, les murs suintant l'humidité, l'air épais de souvenirs et d'huile. J'ai allumé l'ampoule du plafond, sa faible lueur jaune repoussant à peine l'obscurité. La Granada attendait, comme elle l'avait toujours fait, tel un vieil ami têtu. J'ai soulevé le capot, resserré quelques boulons par habitude, mais mon esprit n'était pas sur le moteur. Il était sur cette lettre. Quelque chose que seule une personne qui me connaissait vraiment penserait à chercher. Grand-père ne gaspillait jamais ses mots. Après quelques heures à ramper sous le châssis, couvert de poussière et de graisse, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sous le plancher du côté conducteur. Un contour rectangulaire trop symétrique pour être d'origine. J'ai tapoté dessus avec le bout de ma clé à douille. Creux. Il était scellé par 4 boulons rouillés, du genre que grand-père utilisait sur tout ce qu'il ne voulait pas qu'on touche. J'ai pris mon temps pour les enlever. Je ne voulais pas endommager ce qu'il y avait à l'intérieur. Le panneau s'est ouvert en grinçant, révélant un paquet enveloppé dans un sac en plastique. Je l'ai sorti lentement, le cœur battant comme si je volais dans un musée, et à l'intérieur se trouvait un grand livre relié en cuir, rigide au dos, usé sur les bords. Je l'ai posé sur l'établi, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert à la première page. C'étaient toutes des transactions manuscrites, des noms, des adresses, des notes dans l'écriture inclinée de grand-père. Plus je tournais les pages, plus je devenais mal à l'aise. Des dates remontant à 25 ans, marquées par des retraits suspects. Les mêmes noms encore et encore. Harold, Diane, Sterling. Pas des dépenses professionnelles, pas des salaires. Des dépenses personnelles, de grosses sommes. Page après page, le livre documentait ce qu'ils avaient pris à l'entreprise de grand-père. Silencieusement, lentement, constamment. J'ai eu la nausée. Vers la fin, scellé entre 2 pages avec du ruban adhésif jauni, se trouvait un document séparé, dactylographié, notarié et signé. La signature de grand-père en bas a sauté aux yeux comme une gifle. La mienne aussi. J'avais 13 ans quand je l'ai signé. À l'époque, il avait dit que c'était juste un contrat d'entraînement pour apprendre comment fonctionnaient les affaires. J'avais complètement oublié. Le titre disait « Transfert de propriété partielle, Navarro Auto Group Holdings ». La formulation était claire. Grand-père m'avait vendu une participation minoritaire 20%. Le prix, 1 euro, légal, attesté et daté de 6 ans avant son décès. Mais il n'avait jamais été enregistré. Mes mains tremblaient. Je suis retourné à la dernière page du grand livre. Là, d'une écriture soignée, se trouvaient les mots « S'ils essaient un jour de t'effacer, fiston, ceci te ramènera. La force tranquille l'emporte. » Je me suis essuyé les mains et j'ai attrapé mon téléphone. Maître Fisk a répondu à la 2e sonnerie. Maître Fisk, dis-je. J'ai trouvé quelque chose. J'ai tout expliqué. Le panneau, le grand livre, le transfert. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil.
Le document est-il signé et attesté, demanda-t-il, la voix tendue. Oui, je crois que je me souviens aussi de la femme. Elle travaillait à l'ancien bureau de notaire sur Airline Drive. Cet endroit a brûlé en 2009, murmura-t-il. Mais le registre du greffier pourrait encore exister dans les archives du comté. Pensez-vous qu'il est valide? Je devrais l'examiner moi-même, bien sûr. Mais Marcellus, si c'est authentique, ça change tout. J'ai regardé par la fenêtre du garage. Le vent se levait. Le tonnerre grondait au loin. Je vous la porte à la première heure demain matin. Avant que je puisse raccrocher, une sonnerie a retenti. Messagerie vocale. Un nouveau message. C'était Sterling. Sa voix était faussement douce. Et, petit frère. Toujours en train de jouer au mécanicien. Tu sais que cette guimbarde ne se transformera pas en château, hein? Je pensais juste te le rappeler avant que tu ne sois trop à l'aise. Je l'ai effacé sans l'enregistrer. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de Diane. Diane, quel que soit le jeu auquel tu joues, ça s'arrête maintenant. Tu te ridiculiseras avant de nous faire du mal. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis laissé glisser sur le sol en béton, le dos contre le mur, le grand livre sur mes genoux. Tout a commencé à prendre sens. Les longues réunions dont j'étais exclu. Les dîners de famille où Sterling était félicité pour des idées que j'avais suggérées des années plus tôt. La fois où grand-père a cessé de se présenter au vote du conseil d'administration. Il savait. Il avait planifié ça depuis longtemps. La pluie a finalement éclaté, tapotant contre le toit en tôle à un rythme régulier. J'ai fermé les yeux, laissant tout cela me submerger. Et tout à coup, un autre souvenir a fait surface, un auquel je n'avais pas pensé depuis des décennies. J'avais 13 ans. Sterling avait eu une nouvelle voiture pour son anniversaire. Je nettoyais le bureau de grand-père quand j'ai trouvé un chèque posé sur le bureau, à l'ordre de Sterling. 10 000 € du compte de l'entreprise. J'avais demandé à grand-père à quoi il servait. Il l'avait attrapé rapidement, l'avait plié dans sa veste. Il y a des choses trop laides pour être expliquées à un garçon, avait-il dit. Mais un jour, tu sauras pourquoi je tenais des registres. À l'époque, je n'avais pas compris. Maintenant, si. Je suis resté assis dans ce garage, écoutant l'orage, agrippant ce grand livre comme un radeau de sauvetage. Quand je me suis finalement levé pour éteindre les lumières, le vent s'était transformé en un hurlement. Le lendemain matin, le shérif a frappé à ma porte avec un mandat de perquisition signé par mon propre frère. Je venais de me verser ma deuxième tasse de café quand on a frappé. 3 coups secs, sans hésitation. Par la fenêtre de devant, j'ai vu la voiture du shérif déjà garée au bord du trottoir. 2 adjoints se tenaient à côté, les mains près de leur ceinture, les yeux balayant la maison comme si c'était une scène de crime. J'ai ouvert la porte lentement. Le shérif d'hier m'a fait un signe de tête polie, mais il ne souriait pas. Monsieur Navarro, j'ai un ordre du tribunal ici. Un mandat de perquisition émis par le juge Elwood, déposé par Navarro Auto Group, citant la détention illégale de biens de l'entreprise et une suspicion de faux et usage de faux. Je l'ai regardé, abasourdi. Biens de l'entreprise. C'est le grand livre de mon grand-père. Le shérif a baissé la voix. Je ne suis pas ici pour discuter de l'affaire, fiston. Je suis juste ici pour faire appliquer l'ordre. Il a fait un geste et l'adjoint est entré. Je les ai suivis dans le salon. Chaque muscle de mon dos s'est tendu. Ils n'ont pas saccagé l'endroit, mais ils n'ont pas été doux non plus. Ils ont ouvert les tiroirs, feuilleté les papiers, même vérifié derrière les coussins du canapé. Quand l'un d'eux a atteint le petit coffre-fort dans mon bureau, je l'ai déverrouillé sans un mot. À l'intérieur se trouvait le grand livre en cuir. L'adjoint l'a pris, l'a mis dans un sac et l'a tendu au shérif. La chaîne de possession commence maintenant, dit Dillard tranquillement, signant le sac avec un marqueur épais. Autre chose là-dedans que je devrais savoir? J'ai secoué la tête. Juste les derniers mots d'un homme, shérif. Il m'a longuement regardé. Vous devriez peut-être appeler un avocat. Au moment où ils sont partis, la moitié de la rue avait ses stores entr'ouverts. Madame Redmond, l'enseignante retraitée d'à accent grave côté, est sortie en chaussons. Elle s'est approchée de moi, sans peur, et a posé une main sur mon épaule. Ils ont toujours détesté à quel point ton grand-père t'aimait, dit-elle, la voix douce. Ne le laisse pas réécrire l'histoire.
J'ai hoché la tête, incapable de parler. La boule dans ma gorge était trop grosse pour être avalée. De retour à l'intérieur, je me suis assis à la table de la cuisine en silence. Mon téléphone a vibré. C'était Sterling. Je ne voulais pas répondre, mais je l'ai fait. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps, ronronna sa voix. Tu as toujours été mauvais pour garder les secrets, Laz. Tu aurais dû brûler ce petit journal. J'ai serré le téléphone plus fort. Tu as déposé un mandat contre ton propre frère. Pourquoi exactement? Essayez de comprendre ce que grand-père m'a laissé. Ce ne sont que des affaires, petit frère. Tu ne comprendrais pas. Tu as toujours joué avec des outils. Nous avons joué avec des contrats. Tu as trahi sa confiance. Tu l'as volé pendant des années. Il a ri. Prétendument. C'est le mot magique. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. C'était de nouveau calme. Trop calme. Je me tenais dans le couloir, fixant les photos sur le mur. Moi et grand-père à la pêche, travaillant sous la voiture, riant devant des toasts brûlés les samedis matins. Aucune d'entre elles n'incluait Sterling. Il n'avait jamais été là, pas une seule fois. J'avais besoin d'air. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'à l'ancien garage. Le ciel était encore couvert, la brise épaisse de la pluie résiduelle. Je me suis garé, j'ai déverrouillé la porte latérale qui grinçait et je suis entré. Le silence était différent ici, moins vide, plus sacré. Je me suis assis sur le siège conducteur de la Granada. L'odeur de vinyle vieilli et d'huile de moteur m'a accueilli comme un vieil ami. J'ai jeté un coup d'œil vers le plancher, l'endroit d'où j'avais tiré le grand livre. Le compartiment était toujours ouvert, un rappel silencieux de ce qui avait été pris. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Maître Fisk. Maître Fisk, ça vient de devenir moche. Ils agissent vite. Leur but est de vous enterrer avant l'audience. J'ai expiré lentement. Peut-être qu'ils le pouvaient. Peut-être que le juge croirait la version de Sterling. Après tout, il portait la cravate, conduisait la Jaguar, avait le conseil d'administration derrière lui. Que avais-je? Une clé, une voiture, quelques morceaux de papier. Mes pensées ont tourbillonné. Peut-être que je n'étais pas fait pour ce combat. Peut-être que j'étais juste le fils de rechange après tout. Celui que tout le monde oubliait à Noël. Celui qui recevait un vélo d'occasion pendant que Sterling avait le nouveau avec des vitesses et un klaxon. Peut-être. Mais alors j'ai entendu la voix de grand-père dans ma tête à nouveau. Clair comme le jour. Celui qui crie le plus fort dans la pièce est généralement le plus faible. Laisse-le crier. Toi, écris tout. Il savait qu'il ferait ça. Il l'avait prévu. Je me suis redressé, j'ai agrippé le volant. Je n'avais pas fini. Loin de là. Puis, juste au moment où j'atteignais la boîte à gants, j'ai entendu un léger clic venant du tableau de bord. Un panneau étroit s'est ouvert, si subtil que je l'aurais manqué si je n'avais pas regardé. À l'intérieur, reposant dans une petite rainure, se trouvait une cassette. Une étiquette délavée écrite de la main tremblante de grand-père, pour Marcellus. À jouer seulement s'ils viennent pour le sang. J'ai tendu la main lentement et j'ai soulevé la cassette du tableau de bord, la retournant dans ma main. L'écriture était indubitable, délavée, mais forte. Pour Marcellus. À jouer seulement s'ils viennent pour le sang. Je me suis rassis sur le siège du conducteur, le cœur battant à tout rompre. La Granada n'avait plus de lecteur de cassette, mais mon atelier en avait un. J'ai glissé la cassette dans la poche de ma chemise, j'ai verrouillé le garage et je suis rentré. 10 minutes plus tard, j'étais dans la petite pièce que j'avais transformée en espace de travail, fouillant dans une vieille boîte de matériel audio. Sous un tas de cordons emmêlés, j'ai trouvé un lecteur de cassette portable poussiéreux, un que grand-père et moi utilisions à l'époque où nous enregistrions les bruits de moteur pour les dépanner. J'ai inséré la cassette et appuyé sur play. Il y eut un long sifflement, puis le silence, puis sa voix. Marcelli, dit-il, rauque et lente. Si tu entends ça, c'est que les choses ont mal tourné. Je me suis penché en avant, retenant à peine ma respiration. J'ai toujours pensé que je survivrais aux ennuis, continua-t-il. Mais je me suis trompé. Je l'ai vu venir il y a des années. La cupidité dans leurs yeux, surtout Sterling. Il a commencé à sourire trop largement, à apprendre le langage des avocats.
Il fit une pause comme s'il avait besoin de reprendre son souffle. Je ne t'ai pas laissé grand-chose sur le papier. C'était voulu. Ils auraient tout pris dès que l'encre aurait séché. Mais je t'ai laissé des points d'ancrage, fiston. Des fragments de vérité. Tu as trouvé le premier. Bien. J'ai fermé les yeux. Sa voix emplit la pièce, plus douce maintenant, teintée de regret. J'ai bâti Navarro Auto à partir de rien. J'y ai mis chaque parcelle décente de moi-même. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir des fissures. Sterling pensait que l'argent le rendait meilleur. Diane, eh bien, elle a cessé de s'en soucier quand les projecteurs se sont éteints. Il y eut un long soupir sur la bande. Tu étais le seul à venir juste pour aider, sans jamais rien demander. C'est pourquoi je t'ai fait confiance. J'étais assis, figé. Il savait tout. Il y a plus, continua-t-il. Un deuxième dossier, légal, caché profondément sous la salle des coffres de l'ancienne concession. J'ai fait souder un coffre-fort ignifugé dans les fondations il y a des années. Seul toi connais l'agencement. Tu te souviens où nous avons réparé le carreau fissuré près du coffre? C'est là que ça commence. Mes yeux se sont écarquillés. J'ai laissé des instructions à l'intérieur, des dates, des clauses de trust, des documents signés, assez pour prouver que cette entreprise ne leur a jamais appartenu. Elle appartenait à l'intégrité. La cassette cliqua doucement. Grand-père se racla la gorge une dernière fois. S'ils sont venus pour le sang, ne bronche pas. J'ai élevé un homme bien, pas un lâche. Ne les laisse pas écrire notre histoire. La bande s'est arrêtée. Je suis resté assis là en silence. Pendant longtemps. Quelque chose en moi a changé, lentement et sûrement, comme des braises devenant rouges sous la pression. Un souvenir a refait surface. J'avais peut-être 11 ans. Sterling avait tiré les cheveux de ma cousine et l'avait poussée tête la première dans la pataugeoire du jardin. J'avais écarté Sterling, lui hurlant de reculer. Grand-père nous avait séparés, furieux. Mais c'est moi qui avais reçu la réprimande. Ne mets pas d'huile sur le feu, Marcellus, avait dit grand-père, le ton sec. Va-t'en quand ce n'est pas ton combat. Ce jour-là, j'avais pensé qu'il avait choisi Sterling. Mais maintenant, en entendant la cassette, peut-être qu'il voulait juste que je vive sans ce fardeau. Peut-être qu'il savait que ce combat viendrait et qu'il voulait que j'aie un peu de paix avant. Eh bien, la paix était partie maintenant. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la porte. La concession était principalement sombre quand je suis arrivé, juste une seule ampoule brillant près de l'entrée arrière. J'avais encore mes clés. Ils n'avaient pas encore changé les serrures. Je me suis garé derrière la benne à ordures pour éviter les caméras principales, puis je me suis glissé à l'intérieur. Chaque pas dans cet ancien showroom était un flot de souvenirs. Les essais de voiture avec grand-père, la paperasse tard dans la nuit, l'odeur de café et de pneus. Je me suis dirigé vers la salle des coffres. L'air y était plus frais. Toujours agenouillé, j'ai tracé l'endroit près de l'ancien coffre-fort, le carreau de linoléum que nous avions remplacé une fois après une petite inondation. Mes mains ont bougé par instinct, soulevant le bord, carreau par carreau. Puis mes doigts ont heurté quelque chose de froid, plat, solide. De l'acier. J'ai appuyé ma paume contre. Grand-père ne leur faisait pas confiance non plus. Ma respiration formait de la buée dans l'air alors que je restais accroupi là. Le bout de mes doigts reposait sur le bord froid de l'acier. La poussière s'accrochait à mon jean, et l'odeur de vieux béton et d'huile de machine emplissait la pièce, tout comme lorsque grand-père et moi réparions des alternateurs cassés côte à côte. Je me suis levé lentement, j'ai attrapé le démonte-pneu dans le coin et je l'ai coincé sous le rebord du panneau d'acier exposé. Il a grincé, résistant d'abord, puis a cédé avec un bruit sec et métallique. En dessous se trouvait un coffre-fort ignifugé, soudé dans la dalle comme s'il avait toujours été là. La clé, bien sûr, était collée sous le couvercle. Grand-père ne laissait jamais rien au hasard. J'ai déverrouillé la boîte et les charnières ont gémi lorsque je l'ai ouverte. À l'intérieur, un épais dossier Kraft relié par une ficelle, une petite pochette en velours, une note. J'ai d'abord attrapé l'enveloppe. Mon nom y était inscrit, rien d'autre. L'écriture correspondait à celle de la cassette. J'ai déplié le papier, le cœur battant. Marcelli, si tu lis ceci, tu as fait ce qu'il n'aurait jamais cru que tu ferais. Tu as regardé plus loin. Bien. Ce trust a été rédigé en privé,
en dehors de la succession, avec pleine intention. À l'intérieur, tu trouveras ton nom là où il a toujours appartenu. Tu es le successeur de mon trust personnel. Mais sois prudent. Ce papier ne peut pas te protéger s'il trouve un moyen de salir ton nom. Si un tribunal te discrédite de quelque manière légale que ce soit, ce trust reviendra par défaut à la prochaine lignée de sang vivante. Je sais que ça semble cruel, mais j'avais besoin d'une alarme incendie. S'ils essaient un jour de t'entraîner dans leur chute, je voulais un système d'alerte en place. Ne te bats pas selon leurs règles. Fais en sorte qu'ils montrent au monde qui ils sont. Je suis resté assis là un long moment, fixant ces dernières lignes. Fais en sorte qu'ils montrent qui ils sont. J'ai parcouru les documents, page après page de déclarations notariées, de formulaires de transfert, de titres de propriété. Tout était là. 49% de Navarro Auto, 3 propriétés et une clause sur les restrictions de liquidité, tout au nom de mon trust. Attesté, tamponné, daté de 5 ans avant l'AVC de grand-père. Mais ensuite j'ai trouvé la clause. Déclencheur par défaut. Si Marcelu Navarro est discrédité par une décision de justice, une fraude légale ou un jugement lié au caractère, le trust est transféré à la prochaine lignée familiale directe. Sterling, ce serpent suffisant, savait. J'ai serré le dossier si fort que mes articulations ont craqué. La fausse accusation de faux n'était pas seulement une vengeance mesquine. C'était un coup aux échecs. S'il gagne au tribunal, si ne serait-ce qu'un seul juge se range à ces absurdités, je perds tout ce que grand-père voulait que je porte. Ma tête tournait. Je devais confirmer ce que je voyais. Je me suis levé, j'ai refermé le coffre-fort et j'ai remis les carreaux grossièrement par-dessus. J'ai quitté la salle des coffres de la même manière que j'étais venu, je me suis glissé par la porte latérale et j'ai conduit directement jusqu'à la maison. Il était plus de minuit, mais je m'en fichais. J'ai sorti les documents, les ai scannés et j'ai appelé Maître Fisk depuis le téléphone de mon atelier. Il a décroché après quelques sonneries, la voix ensommeillée. « Ça va, Marcelu ?»« Je l'ai trouvé, dis-je. L'autre trust. » Grand-père l'avait soudé dans la concession. Une longue pause. Puis, était-il signé? Oui. 2 notaires, il y a 5 ans. Non, Donat Bisley et Georges Minet. Mon garçon, dit-il, sa voix passant de groggy à alerte. Ce sont les 2 mêmes qui ont notarié le testament de vie de votre grand-père. Et tous 2 travaillaient sous le panel d'examen étendu de notre cabinet. S'ils ont signé ce trust, il est aussi valide que n'importe quoi au Capitole. Le soulagement m'a envahi, mais seulement pour une seconde. Il y a une clause, dis-je. Je l'ai lu à voix haute. Son silence fut une réponse suffisante. Il les a appâtés, dit Fisk tranquillement. Il voulait un fil-piège, quelque chose qui les forcerait à agir, mais maintenant il est en train de tic-taquer dans votre main. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Qu'est-ce que je fais? Vous ne pouvez pas les laisser définir le récit, dit-il. Si cela sort dans les journaux de la mauvaise manière, ou si un juge voit le grand livre avant que nous ne le vérifions, vous êtes fichu. Je sais, murmurai-je. Il hésita. Vous avez besoin de plus que des avocats maintenant. Vous avez besoin d'yeux et d'un levier. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assis en silence. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de plus lourd. Il voulait que je m'épuise, que je me soumette et que j'accepte ma place. Le fils de rechange, le fils silencieux, celui qui s'en va. J'ai regardé la vieille caisse à outils de grand-père. Dessus, il y avait une photo, une que je n'avais pas touchée depuis des années. Moi, environ 15 ans, couvert d'huile. Grand-père avait la main sur mon épaule. Sterling se tenait à l'arrière-plan, les bras croisés, l'air renfrogné comme si l'appareil photo l'avait privé d'attention. Cette photo me rendait triste avant. Maintenant, elle alimentait quelque chose. Je me suis levé. S'ils jouaient salement, je n'allais pas m'abaisser à leur niveau, mais j'allais laisser le monde les regarder couler. Je n'allais pas enfreindre les règles. J'allais les faire s'exposer eux-mêmes devant les caméras. Au lever du jour, j'avais à peine dormi. La cassette reposait toujours à côté de ma tasse de café. Son étiquette était usée, mais son message aussi tranchant que du verre. Je me suis repassé les paroles de grand-père dans ma tête comme si elles faisaient partie d'un sermon. Je n'avais pas besoin de plus de sommeil. J'avais besoin de clarté et de stratégie. À 9h30,
Je me suis garé un peu plus loin du siège de Navarro Auto et j'ai coupé le moteur. Le bâtiment en face semblait plus propre que dans mon souvenir. De nouvelles portes en verre, un mur du patrimoine brillant avec des portraits encadrés de grand-père, de ses premiers mécaniciens, et au centre, Sterling, les bras croisés comme s'il avait bâti l'Empire lui-même. La conférence de presse était prévue pour midi. Transition du leadership et plan d'expansion, disait l'invitation. La manière de Sterling de faire passer une prise de pouvoir pour un hommage. Je n'étais même pas sur la liste des invités, mais j'avais quelque chose de mieux qu'une invitation. Sous ma veste, clipsé juste sous le deuxième bouton de ma chemise, se trouvait un micro sans fil. À 11h15, je me suis glissé par le parking latéral comme n'importe quel employé de bas étage. Un porte-bloc à la main, un visage neutre. Maître Fisk m'a fait un petit signe de tête près des portes de sortie, mais n'a pas dit un mot. C'était le marché. Aucune interférence. Dans le couloir arrière près du showroom principal, j'ai attendu de le voir. Sterling est entré d'un pas assuré, costume parfaitement pressé, cheveux gominés comme un politicien. Juste derrière lui, Diane, les cheveux tirés en ce chignon serré qu'elle portait toujours quand elle essayait d'avoir l'air en contrôle. Je suis sorti de l'embrasure de la salle de pause. Sterling. Il s'est arrêté, m'a toisé comme si j'étais une tache de café sur un tapis blanc. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne manque jamais une fête, ai-je répondu calmement. Diane a levé les yeux au ciel. Tu n'es pas sur le programme, Marcellus. Je voulais juste souhaiter bonne chance à mon grand frère. J'ai gardé ma voix légère, presque amicale. Il faut du courage pour parler devant tant de gens, surtout quand on n'a pas les mains propres. Sterling a ri. Il a vraiment ri, comme si j'étais un moustique. Tu penses que quelqu'un se soucie de ce que tu crois? Le temps que le conseil voit ce que j'ai fait fuiter, Marcellus passera pour celui qui a volé grand-père. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un titre. J'ai enterré le vrai testament il y a des années. Il a dit ça si nonchalamment, si arrogamment, et à ce moment-là, j'ai su que le micro avait capté chaque mot. Il m'a tapoté l'épaule comme si nous étions de vieux copains. Profite du spectacle. Je l'ai fait. Simplement pas celui auquel il s'attendait. À midi pile, Sterling est monté sur scène. Les caméras tournaient. Le personnel applaudissait. Les journalistes remplissaient 2 rangées. Diane se tenait près du podium, son porte-bloc serré contre elle. Sterling a commencé son discours. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour célébrer l'héritage de mon grand-père, George Navarro. Il a continué sur l'expansion, la nouvelle vision du leadership et l'intégrité, un mot qui a failli m'étouffer. 10 minutes plus tard, j'ai remonté l'allée latérale, lentement et sûrement. La salle l'a remarqué, des murmures se sont élevés. Sterling m'a vu au milieu d'une phrase. Je n'ai pas attendu qu'il s'arrête. J'ai pris le micro de son pied comme s'il m'appartenait. Merci pour l'accueil chaleureux, dis-je, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. Avant de continuer, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Juste un court enregistrement, une conversation de ce matin. Puis j'ai appuyé sur la télécommande dans ma poche. La voix de Sterling a rempli la pièce. Le temps que le conseil voit ce que j'ai fait fuiter, Marcellus passera pour celui qui a volé grand-père. J'ai enterré le vrai testament il y a des années. Silence de mort, puis des halètements. Quelques appareils photo ont cliqué. Sterling était figé. Visage vide. Diane avait l'air d'avoir avalé de la glace. J'ai laissé l'audio se terminer, puis j'ai ajouté, ça, ce n'est pas un héritage. C'est de la fraude. Sterling a ouvert la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Diane a bougé, calme, contrôlée. Elle s'est avancée et a tendu une enveloppe scellée à l'un des membres du conseil d'administration. Ceci, dit-elle, est une déclaration sous serment d'une infirmière diplômée qui s'est occupée de Monsieur George Navarro dans sa dernière année. Elle déclare que Marcellus a fait pression sur lui pour qu'il modifie des documents lors de moments de confusion. La salle a de nouveau basculé. Les journalistes se sont penchés en avant. Quelqu'un a murmuré, « Oh non !» J'ai senti le sol tanguer sous mes pieds. Je voulais crier. Je voulais attraper ce dossier et le déchirer en 2. Mais au lieu de cela, j'ai fermé les yeux. Et j'ai entendu la voix de grand-père sur la cassette. Laisse-les crier. Toi, écris tout. J'ai ouvert les yeux, pris une inspiration et dit, vous voulez des déclarations?
Très bien. Mais si quelqu'un veut connaître la vérité, je vais vous la montrer. Pas avec des mots, mais avec l'écriture même de grand-père. Je suis descendu de la scène et je suis sorti directement par les portes principales. Les gens ne m'ont pas arrêté. Ils ont juste regardé. Ce jour-là, je ne suis pas parti en victime. Je suis parti en homme qui tenait la dernière carte. Cette nuit-là, j'ai allumé les lumières du garage, car s'il voulait jouer salement, j'étais sur le point d'aller plus loin qu'il n'avait jamais osé. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer, non pas pour la vengeance, mais pour la résolution. La vérité. Quand elle est assez solide, elle n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin d'un endroit où atterrir. L'après-midi du prétendu dîner de réconciliation, je suis arrivé au domaine familial avec un sac de sport sur le siège arrière. Le gravier sous mes pneus crissait de la même manière que lorsque j'avais 17 ans, sortant en douce après un sermon de trop sur la gratitude. Certains échos ne s'estompent pas, ils attendent simplement. Les portes d'entrée étaient déjà ouvertes. La lumière des lustres se déversait sur le porche comme de l'or, essayant de paraître chaleureuse. À l'intérieur, la grande salle avait été aménagée comme une sorte de réception formelle. Longue table à manger, verre à vin déjà rempli, cheminée allumée, même s'il faisait 22 degrés Celsius dehors. La présentation comptait plus que la sincérité dans cette maison. C'était toujours le cas. Diane m'a repéré la première. Elle arrangeait l'argenterie et chuchotait quelque chose à l'un des membres du conseil d'administration en visioconférence sur sa tablette. Quand elle a levé les yeux, elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Tiens, regarde qui a accepté le rameau d'olivier, » dit-elle, la voix sirupeuse. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Je suis entré sans répondre. Sterling se tenait près du bout de la table, ajustant ses boutons de manchette. Sa cravate portait le logo de la concession brodé dessus. Bien sûr que oui. Je suis là, dis-je simplement. Parce que vous vouliez parler, pas parader. Ma mère était assise de l'autre côté de la pièce, perchée sur le bord d'un fauteuil comme une reine déchue. Elle ne s'est pas levée. Ne transformons pas ça en scène, Marcellus. Nous sommes ici en famille. Ce mot encore, famille. Toujours leur bouclier. Sterling a fait un geste vers un siège en face de lui. Mangeons. Parlons comme des adultes. Mettons le passé derrière nous. J'ai laissé tomber le sac de sport à côté de ma chaise avant de m'asseoir. Avant de faire semblant de quoi que ce soit, j'ai apporté quelque chose. Diane a plissé les yeux. C'est encore à propos du faux testament? Parce que le conseil a déjà. J'ai ouvert le sac lentement et j'ai sorti 3 dossiers, des épais, puis une clé USB. Les registres du trust original, attestés et notariés. Des pages que vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un trouve. Et ceci, dis-je en brandissant la clé USB, ce ne sont pas des oui-dire. C'est grand-père qui parle devant la caméra. Sterling a éclaté de rire. Tu t'attends à ce qu'on croie ça? Non, dis-je, branchant la clé dans l'écran mural de la pièce. Je m'attends à ce que vous l'entendiez. La vidéo s'est chargée, granuleuse au début. Puis il était là, grand-père assis à son bureau, pull marine, lunettes glissant sur son nez. Si Marcellus regarde ça, commença-t-il, alors je suis parti. Et ça veut dire que j'avais raison de ne pas faire confiance aux autres. La pièce s'est raidie. La main de ma mère s'est figée sur son verre de vin. J'ai caché cet enregistrement dans le coffre-fort, verrouillé derrière la date de naissance de Marcellus, continua grand-père. Sterling, Diane, si vous êtes dans la pièce, je sais que vous avez tenté quelque chose. Vous en avez toujours voulu plus. Mais, j'ai bâti cette entreprise pour celui qui est resté, celui qui n'a pas demandé plus. Il a donné plus. Le visage de Diane a perdu toute couleur. Sterling a marmonné quelque chose à voix basse. Mes dernières volontés ne sont pas sur papier. Elles sont ici. Marcellus, c'est à toi. Tout. Ne bronche pas. L'écran est devenu noir. Personne n'a bougé. Même le feu derrière nous semblait se calmer. J'ai regardé Sterling. Tu as essayé de m'effacer. Voyons comment tu te caches de grand-père. Diane a attrapé son verre de vin, mais ses doigts tremblaient. Le verre a glissé, s'est brisé. Ma mère a finalement parlé. Tu es encore dramatique, mon fils. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as dit que j'étais une erreur.
qu'il m'avait seulement accueilli par pitié. Mais je suis la part de lui que vous n'avez jamais pu acheter. Il y eut un bruit près de moi. La gouvernante, la même qui travaillait ici depuis que j'étais au collège, est apparue silencieusement. Elle a placé une serviette pliée à côté de mon assiette. Elle était en forme de feuille, délicate, intentionnelle, de la même manière qu'elle l'avait été le jour où ma mère lui avait tapé sur la main en disant « Ça, ce n'est pas pour lui ». Cette fois, personne n'a dit un mot. Je me suis levé, j'ai regardé chaque visage, puis j'ai rassemblé mes dossiers et mon sac. « Je n'ai pas besoin de vos excuses, dis-je. Juste de votre silence. » Personne ne m'a suivi, même pas le bruit de leurs pas. Alors que je sortais, la maison derrière moi est restée silencieuse. Non pas par culpabilité, mais par peur. Le lendemain matin, l'air était calme. Pas serein, pas tendu, juste calme. Comme si quelque chose s'était terminé, mais n'avait pas tout à fait recommencé. Je suis entré dans le bureau de Maître Fisk peu après 7 heures. La vieille pièce lambrissée de chêne n'avait pas changé depuis la première fois que grand-père m'y avait amené, quand j'avais 13 ans. À l'époque, j'étais assis dans ce même fauteuil en cuir craquelé, balançant mes jambes et me demandant combien de signatures il fallait pour acheter une maison. Maintenant, j'étais assis avec un stylo à la main, attendant de signer un héritage que je n'avais jamais demandé, mais pour lequel je m'étais battu bec et ongle. Fisk n'a pas parlé au début. Il m'a tendu un dossier noir avec une seule feuille de papier dessus. La déclaration du juge des successions. Signé, tamponné. C'est fait, dit-il enfin. La vidéo a été vérifiée. L'horodatage correspond au verrou du coffre-fort. Les déclarations sous serment que Diane a soumises sont maintenant en cours d'examen juridique. Le conseil d'administration a accepté les documents du trust original. Le trust original de votre grand-père. Vous êtes le bénéficiaire majoritaire. J'ai regardé la page mais je ne l'ai pas lue. J'ai juste hoché la tête. Il m'a observé puis s'est penché en arrière. Vous ne souriez pas. Parce que ce n'est pas une victoire, dis-je. C'est juste le sentiment que quelque chose est terminé. Fisk a hoché lentement la tête, les yeux lourds. Parfois, la conclusion n'est rien d'autre que ça. Il a attrapé une autre enveloppe. L'équipe juridique de Sterling et Diane s'est retirée discrètement hier soir. Ils savent que c'est fini. Ils ne contesteront pas leur rupture de confiance fiduciaire. C'était trop évident. Même leurs avocats ne toucheront pas à ça maintenant. J'ai signé là où il m'a indiqué. Pas de photos, pas de discours. Quand il m'a demandé si je voulais publier un communiqué de presse, j'ai secoué la tête. Non. Laissez-les se demander. Laissez le silence parler pour moi. 20 minutes plus tard, j'arrivais au vieux garage de grand-père. Le bâtiment se trouvait derrière le domaine principal, oublié de la plupart, intact depuis le jour de son décès. Je me suis garé devant, j'ai déverrouillé le loquet rouillé et j'ai fait glisser la porte. Sa Buick de 1972 reposait toujours dans l'ombre, couverte d'une bâche bleue poussiéreuse. Je l'ai retirée lentement. Le chrome a capté la lumière du matin. J'ai ouvert la portière côté conducteur et j'ai laissé le cuir usé respirer. L'odeur m'a frappé comme un souvenir que je ne savais pas avoir gardé. Café, savon au pain, graisse de moteur, et cette légère trace de menthe poivrée qu'il gardait toujours dans la boîte à gants. J'ai fouillé dans mon manteau et j'ai sorti la photo. Celle que j'avais trouvée des semaines auparavant. Celle qui avait déclenché cette tempête. Grand-père debout, son bras autour de moi, tous deux souriant devant cette même voiture. J'ai ouvert le coffre et placé la photo dans le coin de la boîte à gants. Puis j'ai ajouté autre chose, la serviette en lin, pliée en une feuille parfaite. Je l'ai aplatie et l'ai posée à côté de la photo. Ce qui était autrefois un symbole d'exclusion avait trouvé sa place à côté du souvenir de l'homme qui ne m'avait jamais traité comme une erreur. Je me suis glissé sur le siège avant. Le volant me semblait plus grand que dans mon souvenir. Je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste resté assis là, les mains posées là où les siennes l'avaient été. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai fixé l'écran. Il a sonné une fois, 2 fois. Puis je l'ai laissé s'éteindre en silence. Je n'avais plus besoin de ces mots. Je me suis penché en arrière, les yeux sur la poussière flottant dans la lumière du soleil. C'est drôle comme c'était calme maintenant. Pas seulement dans la pièce, mais dans ma poitrine. Tout ce temps, je pensais me battre pour ma place à leur table.
Il s'est avéré que je taillais la mienne. Les gens disent toujours que la famille, c'est tout. Mais peut-être que c'est le mensonge qui fait le plus mal. Certains enfants sont élevés pour hériter. D'autres, pour être oubliés. Et puis il y a le genre rare, ceux comme moi, qui s'élèvent parce que quelqu'un a cru en eux, même quand personne d'autre ne le faisait. Grand-père n'a jamais eu besoin de dire les mots. Il les a simplement laissés sur une cassette, dans un trust, dans la boîte à gants d'une voiture à laquelle il savait que je reviendrais. J'ai fermé le coffre doucement, la serviette en forme de feuille reposant à l'intérieur. Pas de vengeance, pas de discours final. Seulement le silence et la paix. Parce que parfois, c'est toute la justice dont vous avez besoin. Et alors que je retournais vers la porte du garage, laissant le soleil frapper mes épaules, j'ai senti quelque chose changer. Pas dans le sol. En moi. Les gens disent que la famille, c'est tout. Mais parfois, c'est le silence qu'ils laissent derrière eux qui vous dit qui vous a vraiment vu. Grand-père l'a fait. C'est suffisant. Mais juste au moment où je pensais que la guerre était finie, une lettre est arrivée. Le cachet de la poste indiquait le Montana. Daté de 2 ans avant la mort de grand-père. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.